Bienvenue sur Aventure humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Salut Elodie! Bonjour Laura. La première question que j'ai envie de te poser avant de commencer ce superbe échange que j'ai hâte d'avoir avec toi. Elodie, comment tu vas? Je vais très bien. Je suis en joie déjà de t'entendre, de vivre cette nouvelle expérience uniquement sonore, parce que là du coup on ne se voit pas, mais j'ai l'habitude de travailler par les interfaces virtuelles, mais en général l'image est très importante pour moi. Donc là, du coup, c'est un nouvel espace qui s'ouvre à moi et du coup, j'ai le cœur tout ouvert. Ah, super. Écoute, déjà, moi, je voulais te remercier parce que, certes, le confinement, entre guillemets, n'est plus, mais quelques interviews continuent quand même à se dérouler à distance. Donc, merci à toi de prendre ce temps et surtout de relever ce petit défi parce que, justement, ce n'est que sonore, même si, voilà, on se connaît quand même visuellement et physiquement, mais là, l'interview, en tout cas, se fait de façon uniquement sonore. Donc, ça me réjouit d'autant plus de te lancer ce petit défi. Eh ben, défi accepté. Elodie, avant de commencer, on va dire, et de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Elodie, qui es-tu aujourd'hui? Alors, je m'appelle Elodie, on me retrouve sur les réseaux sous le nom de Doula Mama. Je suis une femme de 33 ans, j'ai un enfant, un petit garçon qui a 4 ans. Et je suis passionnée, je voue pratiquement mes journées entières au sujet de la naissance, de l'accueil des nouvelles vies sur Terre, de l'accouchement respecté, du choix parental. Et en un seul mot, ça résume tout ça, je dirais qu'aujourd'hui je suis doula. Et j'ai vraiment à cœur de t'en parler aujourd'hui. Écoute, ça tombe très bien parce que tu vois, rien que de t'avoir entendu prononcer ce mot, ça me fait le même effet que la première fois que j'ai entendu une autre femme prononcer ce mot et ce terme de doula. Pour la petite anecdote, moi j'ai écouté un podcast. Et d'ailleurs, je remercie deux très, très gros podcasts qui se sont vraiment spécialisés sur, on va dire, sur les femmes, sur la grossesse et qui font un superbe travail. Je les mettrai en lien quand même. Et l'une d'entre elles avait interviewé une doula. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Et en fait, à la résonance du terme, j'étais dans la voiture, j'ai entendu ce mot. Et je me suis fait cette réflexion à voix haute en me disant, je ne sais pas de quoi elle va parler, mais ce terme me parle. Je trouvais qu'il y avait une douceur. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que dans douceur, c'est quasiment le début du métier et du mot de doula. Oui. Et puis, la vie a fait que je me suis très naturellement orientée. Donc déjà, par curiosité, j'ai été regarder. Et puis, voilà, l'univers m'a envoyé aussi un très beau cadeau après ce retour de voyage, puisque c'est une aventure dans laquelle je me lance, non pas d'être doula, mais moi d'être accompagnée par une doula. Et du coup, c'est pour ça que je suis hyper fière de t'avoir aujourd'hui sur le podcast parce que non seulement le métier est
est très peu connu et dans un autre sens, ça aide énormément et vraiment, je suis très, très fière que tu sois là. Donc, on va en savoir plus grâce à toi. Et vraiment, c'est top. Je suis ravie que tu nous partages tout ça. La petite question que je voudrais te poser, Élodie, et pour que tout le monde comprenne bien, déjà, est-ce que tu peux nous donner une définition de la doula? Qu'est-ce qu'une doula aujourd'hui? Alors, je dirais même qu'est-ce qu'une doula tout court, parce que c'est un métier. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va en parler. Peut-on vraiment parler d'un métier? Ça, on en discutera sûrement tout à l'heure. Oui. Mais c'est en tout cas une posture qui existe depuis que le monde est monde et depuis que les femmes enfantent. Et tout simplement parce que la doula, c'est une femme qui est à côté des femmes. Ça peut être durant toute la vie, durant tous les rythmes féminins, mais c'est surtout durant la période périnatale, donc des fois même avant la conception du bébé, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et en postnatal immédiat. Donc la doula, c'est une accompagnante, c'est un accompagnement non médical de la grossesse et de la période périnatale. Donc aujourd'hui, en 2020, dans l'espace français, dans l'espace francophone, ça devient de plus en plus connu. Et pour en faire une définition un petit peu contemporaine, la doula, c'est une femme, c'est une accompagnante non médicale qui accompagne les futurs parents ou les jeunes parents en parallèle du suivi classique médical et gynécologique, fait par une sage-femme ou un gynécologue ou un médecin traitant suivant les familles et leurs choix respectifs. Ok. Alors la question qu'on m'a déjà posée, puisque certaines de mes amies savent que je suis accompagnée par une doula, la question qu'on pourrait très simplement se poser, c'est quel est finalement le rôle de la doula ou la différence entre la doula et la sage-femme, en tout cas le corps médical aujourd'hui. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une des premières réponses hyper importantes. Les doulas ne sont pas sages-femmes et les doulas n'ont pas du tout à vocation de remplacer les sages-femmes ou le personnel médical à n'importe quel moment que ce soit durant l'aventure périnatale, ni avant la grossesse, ni pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement, ni quand le bébé est arrivé sur Terre. On a vraiment des postures complémentaires, tout simplement parce que le métier de doula, la posture de l'accompagnante non médicale, déjà, tu vois, en quelques minutes, je te l'ai répété plusieurs fois parce que c'est vraiment super important. Notre profession, elle est entièrement non médicale. Donc, oui. de facto, il y a un biais entre l'accompagnement médical qui est fait par les sages-femmes et les gynécologues, et puis notre accompagnement qui va être plutôt tourné sur l'émotionnel, l'accueil de l'autre, le non-jugement, la bienveillance, l'accompagnement pratique, informatif. Et puis, il y a aussi, dans ces notions-là, la notion de temps. Aujourd'hui, le personnel médical, c'est souvent le cas. Il y a peu de temps pour les patientes, non pas par volonté, mais parce que c'est comme ça. Il y a des rendez-vous qui tournent, il y a des obligations d'un point de vue propre au système médical. Et puis, avec la doula, on a le temps. On vient aborder d'autres sujets, d'autres choses. On laisse de côté, bien évidemment, toute la question propre au médical. Et puis, on vient aborder tout l'espace, tous les sujets où il n'y aurait pas eu forcément le temps ou l'envie avec un suivi médical classique. Mais alors, du coup, la question, c'est pourquoi... Moi, je comprends bien, et d'ailleurs, je le vis aussi comme ça. On comprend bien l'importance et la différence entre une sage-femme. En fait, c'est même pas la différence, c'est la complémentarité. La complémentarité entre ces deux profils. Mais pourquoi aujourd'hui, on n'entend pas parler des doulas plus que ça ?
C'est une très belle question. Parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que ça existait depuis que le monde est monde, mais en fait, dans la conception française de l'accouchement, de l'arrivée d'un enfant, du vécu d'une grossesse, c'est assez nouveau. Il faut savoir que le mot doula, alors du coup, avant de répondre à ta question, je vais me permettre de faire une petite parenthèse. Oui, vas-y. J'adore ce mot. Tu m'as parlé tout à l'heure que ça avait fait comme un boom quand tu l'avais entendu pour la première fois. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Une sorte d'arrêt sur image sur waouh, qu'est-ce que c'est que ce mot-là, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire. Et personnellement, j'adore ce mot. C'est vraiment un mot pour moi qui compte énormément, aussi pour sa résonance mondiale. Il faut savoir que peu importe où tu te trouves, là où il y a l'alphabet latin, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, dans les pays où donc on utilise l'alphabet latin, ou même en Asie, tous ces peuples-là, toutes ces langues utilisent le mot doula pour parler de ces accompagnantes non médicales à la grossesse. D'accord, ok. Alors, bien évidemment, avec l'accent des langues, ça va se prononcer avec un accent différent. Mais en fait, d'un point de vue orthographique, ça s'écrit toujours D-O-U-L-A. Okay. Et je trouve ça vraiment fabuleux qu'il y ait cette même orthographe pour qualifier ces accompagnantes du cœur partout dans le monde, en tout cas dans une grande partie du monde. Non, donc il n'y a aucune traduction en fait, c'est comme si ce terme était universel, avait transcendé toutes les cultures, les barrières de la langue, etc. C'est comme si on se retrouvait toutes autour de ce terme. C'est fort, je trouve, comme message. C'est fabuleux. Vraiment, pour moi, ça a beaucoup de sens. Ça a énormément de sens qu'il y ait ce lien pour ce sujet-là, on va dire vraiment, qui est transculturel, hein, le fait de donner naissance, de concevoir et d'accueillir un enfant sur Terre. Et oui, vraiment, pour moi, j'aime beaucoup partager cette petite anecdote parce que pour moi, en tout cas, ça a énormément de sens. Alors du coup, je reviens sur ce qu'on était en train de dire, mais j'ai perdu un peu le fil. Est-ce que tu peux me remettre sur la question auquel j'étais en train de te répondre ? Alors attends, parce que du coup, j'étais déjà en train de vouloir rebondir sur la prochaine. J'ai dû te demander, je t'ai parlé de la complémentarité, je t'ai dit pourquoi est-ce qu'on n'entendait pas forcément parler plus des doulas aujourd'hui. J'ai repris. Je te parlais du temps. Du fait que ce soit nouveau en France. Les premières doulas ont été formées sur le territoire français vers les années 2003. Donc tu vois, c'est hyper tard. C'est hyper tard ou c'est hyper récent, ça dépend de quel côté on regarde. Donc ça fait même pas 20 ans que ça existe, ou en tout cas qu'on en entend parler, et que des femmes se sont regroupées en France pour aborder cette posture-là d'accompagnante non médicale. Et puis pour faire un parallèle, il faut savoir qu'en Angleterre, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Et puis aux États-Unis, ça fait presque une 50aine d'années. Oui. Au Canada, ça fait bien plus longtemps. Je pense pas me tromper en disant une 30aine d'années. Et donc du coup, alors évidemment, quand on regarde un peu ce monde des doulas, cet univers mondial des doulas, on se rend compte qu'aux États-Unis, les doulas sont vraiment très intégrés dans l'univers périnatal. Il y a des doulas qui travaillent dans les hôpitaux publics, il y a les doulas qui travaillent en relation proche avec le personnel médical, que ce soit les gynécologues, que ce soit les techniciennes au niveau des naissances, et tout. Elles sont donc acceptées. Tout à fait. Et puis elles sont reconnues, elles sont même
intégré dans le schéma, on va dire, plus ou moins classique des professionnels de la naissance ou de la périnatalité qui, on va dire, gravitent autour des futurs et des jeunes parents. D'accord. Et puis en France, bien évidemment, les doulas qui, comme moi, travaillent aujourd'hui à faire connaître et reconnaître ce métier-là, on a envie que ça aille un peu plus vite, on a envie cette certaine, je dirais peut-être reconnaissance de la part des professionnels de la santé liés au monde périnatal, pour leur expliquer qu'on n'est pas là pour les remplacer, mais qu'on est vraiment là pour travailler main dans la main, ou en tout cas coude à coude, si on n'est pas main dans la main, en parallèle, sans se gêner, et puis pour un but commun, c'est que tout se passe bien. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà pourquoi c'est assez nouveau en France et qu'on en parle peu, mais ça change, ne serait-ce que depuis 18 mois, un peu moins de 2 ans, ça a fait un grand boom, tout simplement parce que les grands médias s'en sont un peu occupés de ce terme-là, avec la princesse Meghan Markle qui avait annoncé sur les réseaux grand public qu'elle avait engagé une doula. Alors ça, c'est très people et puis c'est très loin de tout ce qu'on fait dans la réalité du métier, mais c'est aussi par ces biais-là que le grand public va avoir accès à ce mot-là. Donc je trouve ça chouette, même si c'est très paillette. Ouais, mais ça a aidé justement à vulgariser ce métier. Alors du coup, ça me fait rire de dire ce métier parce qu'on a dit qu'on reparlerait de cette notion de métier. Du coup, ça me permet de rebondir sur est-ce que du jour au lendemain, on se proclame doula? Est-ce que toute femme peut se proclamer doula? Est-ce qu'il y a quand même je sais pas, une formation, comment est-ce que du jour au lendemain, alors pas du jour au lendemain parce que on ne connaît pas tout et il y a certainement un système et un long processus d'apprentissage, mais comment est-ce qu'on se proclame doula ou est-ce qu'on devient et est-ce qu'on se forme à devenir doula? Alors, je crois personnellement qu'on devient doula toute notre vie, que c'est vraiment un processus de remise en question constant. Alors, pour répondre à ta question de manière un petit peu plus précise, il faut savoir qu'en France, actuellement, le métier de doula, d'accompagnante non médicale à la grossesse, il n'est pas reconnu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de code de métier pour que ce soit classé comme tous les autres métiers, comme la plupart des métiers qui existent en France. Oui, d'accord. Et du coup, il n'y a pas de diplôme. D'accord ? Il n'y a pas de diplôme en France au niveau... Reconnu par l'État. Voilà, reconnu par l'État. Mais il y a plein d'autres métiers qui existent aujourd'hui et avec des professionnels qui sont, on va dire, reconnus d'un point de vue de leur clientèle, mais qui sont pas reconnus d'un point de vue de l'État. Donc ça, c'est pas bien grave en tant que tel. Mais ça, c'est important de le savoir parce que du coup, s'il n'y a pas de diplôme reconnu, il y a comme pas de cursus type. Et donc, du coup, il y a des formations. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, de centres de formation qui s'intéressent à la... Je cherche un autre mot que formation, mais c'est plutôt... J'aimerais dire l'ouverture de cœur des participantes, parce qu'on parle vraiment de ça, en fait, pour être doula. On parle vraiment... le métier de doula, c'est vraiment un métier de posture. C'est un métier de savoir-être. Et je mets ça en parallèle avec les métiers liés au médical, les professions médicales, puisque là, on s'attarde vraiment et on parle de ce sujet lié à la périnatalité et à l'accompagnement des futurs et des jeunes parents. Les professions médicales, elles, seraient vraiment liées au savoir-faire. Ce sont des praticiens, ce sont des techniciens qui ont un savoir-faire et qu'en général, on va voir et on va consulter pour leur savoir-faire. On espère qu'ils aient un beau savoir-être, un bel état d'esprit, mais en général, c'est d'abord pour leur savoir-faire. Et là, la doula,
qui est un métier, j'y crois profondément, et j'essaye de l'incarner tous les jours, un métier de savoir-être, et bien là, il y a déjà comme une grosse question, comment on fait pour évaluer le savoir-être d'un professionnel? Comment, tu vois? Donc déjà là, de base, ça vient poser la question de la formation, ça vient poser la question de est-ce nécessaire, est-ce pas nécessaire? Où est-ce qu'on met le curseur? Complètement. Puis-je m'auto-proclamer doula? C'est un métier qui est très profane, en fait. Je crois sincèrement à la qualité du chemin de vie, à la qualité humaine. Complètement. J'ai vraiment... je suis vraiment OK avec l'idée qu'une femme, suivant son parcours personnel, professionnel, familial, intime, avec les résonances et les bagages qu'elle a pu rencontrer, avoir durant toute une partie de sa vie, elle peut avoir une ouverture de cœur et une justesse de posture où elle va pouvoir incarner complètement la figure de la doula. C'est-à-dire une figure entièrement bienveillante, non jugeante, sur ce que l'autre a à déposer. Et donc cette femme, elle aurait pas forcément besoin de formation en tant que telle. Puis là, s'il y avait la vidéo, tu me verrais faire les petits guillemets avec mes doigts. Cette femme, c'est la vie qui l'a formée, en fait. Et puis, si on prend le pendant de ce profil-là, il y aurait peut-être cette femme qui est déjà maman et puis qui pour X raisons, elle arrive dans sa vie où elle se pose des questions. Elle se pose des questions sur qui elle est, où est-ce qu'elle veut aller et comment elle veut y parvenir. Et puis là, elle se rend compte qu'elle a besoin d'accompagnante pour arriver à être doula. Elle a besoin de guide, elle a besoin d'être guidée, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être profondément accueillie telle qu'elle est avec son chemin de vie pour pouvoir arriver à ce point-là, à ce moment-là dans sa vie où elle se dira « Ok, je me suis tellement déposée, je me suis sentie tellement accueillie que maintenant, j'ai les épaules, j'ai la capacité pour accueillir l'autre en toute bienveillance et en non-jugement. » Mais en fait, ce que moi, ça me parle énormément quand tu parles de parcours de vie, de savoir-être. En fait, est-ce qu'on peut se permettre de dire que le terme qui collerait à ce que tu viens de dire, c'est l'alignement. En fait, une fois que tu es aligné dans ta vie de femme, que tu trouves que ton parcours et ton futur métier ou une de tes activités a beaucoup de sens. En fait, tout est lié. Moi, je suis fan de cuisine et quand tu écoutes, alors non pas tous, mais certains grands chefs qui te parlent de leur histoire, de leur éducation, de leur enfance, il y a toujours quelqu'un de près ou de loin, soit qui a travaillé les produits avec ses mains, donc les mains dans la terre, soit il y avait toujours une grand-mère qui allait faire cuire dans la marmite de la cheminée de la maison, etc. Donc en fait, tout est lié à ton parcours, c'est souvent lié à ton parcours de vie. Et quand tu as compris, de par l'expérience, par ton ouverture de cœur, en fait, tu prends, entre guillemets, un chemin qu'il soit parallèle. Il est jamais très loin de cette éducation. Donc, moi, j'ai envie de... Quand j'entends ce que tu dis, je ressens le mot alignement qui est super fort. Et j'aime croire que, justement, les femmes qui se destinent à devenir doula, tu parlais de savoir-être, elles sont vraiment alignées, elles sont bien dans leur basket, elles savent pourquoi elles le font, elles sont là pour accompagner les femmes et elles le font avec extrême conviction, quoi. Donc l'alignement, j'ai l'impression que peut-être plus pour je sais pas si on peut dire plus pour une doula, mais aujourd'hui quand on exerce un métier, que ce soit n'importe quel entrepreneur, si t'es pas aligné avec tes valeurs, ton éducation, ton parcours de vie,
ton ouverture de cœur. J'adore quand tu parles d'ouverture de cœur parce qu'on l'oublie très souvent et que ça change une vie. De s'ouvrir et de voir les choses de façon un peu plus positive. Je trouve que c'est quand même la clé de nombreuses réussites de projets. Quand je fais le parallèle avec le monde entrepreneurial, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui choisissent des projets que par opportunité, en se disant je suis sûre que ça va marcher, etc. Et en fait, quand ils comprennent que le projet, ok, ça peut leur apporter un petit bifton ou plusieurs, etc. Mais quand ils s'aperçoivent que ce projet n'a aucun rapport avec, entre guillemets, ce que j'appelle une mission de vie, c'est-à-dire ce pourquoi, ou en tout cas, je pense qu'on est fait pour plusieurs choses, qui est tellement éloigné de ce que tu as dans tes cellules, dans ce que tu as ce que tu as pu tirer de ton enfance, de ton éducation. En fait, ton projet, il colle pas du tout à ta peau. Donc, tu n'es pas du tout aligné entre ton activité et ton toi intérieur. Quand il y a pas d'alignement, à un moment donné, ça pète. Donc, c'est pour ça que les doulas, pour moi, ça a été une profonde découverte et je suis hyper contente, encore une fois, que tu témoignes de cette activité. En fait, on s'en fout de savoir si elle est reconnue par l'État parce que voilà, les femmes qui s'intéressent à ce domaine comprendront et en tout cas savent à quel point c'est utile parce que quand on s'apprête à être future maman, c'est le parcours du combattant pour trouver toutes les informations. Et la plupart du temps, on en trouve quelques-unes et on en oublie la moitié. Donc c'est pour ça que quand tu parlais de savoir-être, l'alignement entre ta personnalité, ton toi, ton ouverture de cœur et cette activité vers laquelle tu t'es dirigé, en fait, ça doit avoir tellement de sens chez toi que tu prends un énorme pied et un énorme kiff à faire ton activité, quoi. Enfin, quand t'en parles, ça te coule tellement de sources que... Oui. Pour moi, c'est vraiment drôle d'ailleurs dans mon parcours d'entrepreneur. J'ai un peu papillonné ces grosses 10 dernières années en faisant des boulots un peu touche à tout, en étant toujours à fond sur plein de sujets et puis qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la périnatalité. Et puis en fait, comme pour beaucoup de femmes, et puis c'est bien parce que je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais avant au niveau de l'alignement et du coup ce que je vais te partager là, ça me permet de faire une porte d'entrée. Comme pour beaucoup de femmes, c'est le fait de devenir maman moi-même qui m'a transcendée, transformée de l'intérieur et qui m'a posé cette question de l'alignement. Est-ce que j'étais alignée avec ce que j'étais en train de faire ? Et la réponse était non, plus du tout. Et du coup, j'ai cherché cet alignement. Et puis, comme tu le sais, et t'en as très bien parlé, quand ça s'aligne, en fait, il n'y a plus aucun doute, il n'y a plus de question. C'est au-delà de la réflexion cognitive, c'est dans le ressenti corporel et cellulaire. Et ça match, en fait. On ne se pose pas de questions. Donc, effectivement, quand il y a un peu plus de 3 ans maintenant, je me suis posé la question de cette reconversion professionnelle. Oui, les doulas n'étaient pas connues. Personne n'en parlait. Probablement que ça allait être difficile de faire son chemin. Et tout le monde disait que c'était pas un métier. C'était pas un métier parce qu'on ne pouvait pas gagner notre vie avec ça. Et puis que si on voulait gagner notre vie, il fallait pas faire ça. Et bon, malgré tous ces petits avis de part et d'autre, j'ai foncé parce que pour moi, je l'ai profondément senti, cet alignement. J'étais au bon endroit et il y avait plus qu'à avancer. Et du coup, cet alignement, les femmes qui veulent devenir doula, il peut y avoir aussi des intuitions que c'est ça qu'elles veulent faire, c'est ça, c'est cet accompagnement-là qu'elles veulent faire. Mais pour beaucoup d'entre elles,
avant d'être ressenti comme un alignement, c'est ressenti comme un manque. En fait, je me permets de témoigner ça parce que l'été dernier, j'ai créé un groupe privé sur Facebook qui s'intitule Devenir doula, les différentes formations d'accompagnante à la naissance. Et puis, j'ai créé cette plateforme-là, entièrement bénévole, pour qu'il y ait un espace de discussion pour ces femmes qui se posent la question, et si je devenais doula, qui sont les femmes qui se posent cette question? Quel parcours de vie on peut faire? Quelles sont les formations qui existent? Et puis, si je caricature un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on est plus de 2000 membres sur ce groupe-là de femmes qui se posent la question pour devenir doula, puis il y a des femmes qui sont déjà doula, évidemment. Il y a quand même 2 grandes catégories de femmes, parce que comme le deal pour rentrer dans ce groupe-là, c'est de se présenter, de présenter un petit peu son chemin de vie et pourquoi on a envie de devenir doula. Et en caricaturant un petit peu, il y a 2 grandes familles de membres. Les femmes qui sont dans leur vie et qui ont déjà fait un cheminement dans leur posture personnelle et professionnelle et qui savent qu'aujourd'hui, elles sont à même d'accueillir et d'incarner cette posture bienveillante et non jugeante. Bien sûr. Et puis il y a parce que probablement que elles ont aussi reçu soit un accompagnement ou une transmission. Voilà. D'accord. Tout à fait, quelle qu'elle soit, un parcours personnel, quel qu'il soit. Mais en tout cas, elles touchent presque du doigt déjà cet alignement. Ouais, et puis, il y a toute une autre partie des femmes qui témoignent, qui sont dans ce que j'appelle la sensation de manque. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre elles, soit elles sont enceintes, soit elles sont jeunes mamans, et elles ont vécu ce qu'elles ont vécu, mais elles se sont rendues compte qu'elles ont manqué d'accompagnement. Okay. Elles ont manqué de bienveillance, elles ont manqué de non-jugement. Elles auraient eu besoin d'une doula ou, alors même si des fois elles expriment pas ça en ces mots, mais elles disent j'aurais eu besoin qu'on m'écoute, ou j'aurais eu besoin qu'on soit juste là pour moi, j'aurais eu besoin de soutien. Tu vois, tout ça. Et donc ces femmes-là, assurément, si un jour elles deviennent doula, leur porte d'entrée, ça vient par cette sensation du vécu personnel de j'ai manqué de ça. D'accord, ouais, super intéressant. Et je m'inclus totalement dans cette catégorie il y a un peu plus de 3 ans. Et pendant ma grossesse, figure-toi que je ne savais pas que les doulas existaient. Et ça me fait beaucoup rire maintenant quand je repense à ça. J'ai eu une grossesse difficile. J'ai eu un postnatal qui a découlé de tout ça et qui a été difficile. Et du coup, c'est en postnatal que je me suis dit, mais là, non, c'est pas possible en fait. La grossesse s'est pas passée comme on disait que ça se passe. Et puis, mon postnatal se passe pas non plus comme on dit qu'un postnatal doit se passer. Il est où le biais? J'ai besoin d'accompagnement. Qu'est-ce qui existe? Et là, en faisant mes recherches, je suis tombée sur le mot doula. Et puis, j'ai découvert le rôle de ces femmes qui sont juste là pour cheminer à cœur, en fait. Écouter, non juger. Je dis toujours aux couples que j'accompagne, je n'attends rien de vous. Je suis ni devant vous, ni derrière vous. Je suis au même niveau que vous et on avance ensemble. Et puis si à un moment, on s'arrête parce qu'il y a plein de chemins qui s'ouvrent à vous, ce ne sera pas moi qui vais vous dire quel chemin prendre, mais par contre, ce que je peux faire, c'est vous expliquer ce que probablement vous allez pouvoir envisager ou pouvoir peut-être vivre dans l'un ou l'autre des chemins. Et puis, peu importe votre choix, il est le vôtre, mais à partir du moment où il est fait en conscience, moi, mon job, il est fait. Bah, écoute,
Déjà, c'est que tu devais absolument tomber sur ce terme quand tu faisais tes recherches, parce que c'est pas évident de tomber sur une doula quand tu cherches des accompagnantes, que ce soit en postnatal ou pendant ta grossesse. En général, tu tombes vraiment beaucoup sur des sages-femmes. Et après, moi, je n'avais jamais entendu parler de ce terme avant, comment dire, ce podcast. Et je voulais te partager quelque chose, parce que je crois que je ne te l'ai jamais dit. Oui. Mais c'est complètement lié à... Tu parlais de cheminement, de chemin de vie. Quand j'étais en voyage, donc, qui a duré presque 9 mois, j'ai fini mon voyage par le Canada. Je savais, avant même de partir de France, je sentais qu'il fallait que je finisse par le Canada. Me demande pas pourquoi. Oui. Voilà, le Canada devait être ma dernière destination, quasiment. Ok. Et en fait, au Canada, j'ai eu un énorme coup de cœur, notamment pour la région de la province de Québec, parce que je n'ai rencontré que des Québécois d'exception. Et je me suis retrouvée à la même table. C'était d'ailleurs improbable. J'ai même douté en me disant, c'est son sosie. Premièrement, j'ai eu la chance de rencontrer Ginette Forget, qui est une femme exceptionnelle dans le développement personnel, d'un calme, etc. Et son amie d'enfance, c'est Isabelle Chalut. Oh, ah non, tu me l'avais pas dit. Et Wow. non. Et en fait... je les ai quasiment rencontrés. J'ai rencontré Ginette Forget en premier, et ensuite j'ai eu la chance de revoir à plusieurs reprises Isabelle Chalut. Et j'entendais tout le temps ces femmes qui parlaient doula. Je me suis dit, mais de quoi elles parlent ? Et en fait, je sais aujourd'hui que, pour avoir aussi du coup depuis suivi et poursuivre beaucoup, même de loin, Isabelle, je me dis, il n'y a quand même pas de hasard. Je savais par mes précédentes expériences, même au tout début de mon arrivée au Québec, j'avais fait une journée entière avec des chevaux. Bon, c'était pas n'importe quels chevaux, et c'était avec une dizaine je les appelle mes sœurs aujourd'hui, parce qu'on a partagé des super choses pendant une semaine. C'était un des plus beaux moments, je pense, de mon voyage. Et on travaillait avec ces chevaux, et je ne sais pas pourquoi, les chevaux m'ont fait travailler à leur manière la maternité. Et c'est quelque chose auquel mon voyage m'a fait beaucoup bosser dessus, sans le vouloir. Et je sentais que ça revenait sur le feu. Je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. C'est pas du tout ma priorité, c'est pas mon objectif. Et puis, en fin de compte, c'est parce que le cerveau, quand il a décidé de contrôler, tout bloquer, en fait, voilà, à un moment donné, le corps parle. Et l'autre petit signe, ça a été quand j'ai rencontré Isabelle. Et en fait, c'est très drôle, c'est quand je suis rentrée en France et que j'ai commencé à m'intéresser, à me poser des questions, que j'ai compris qui j'avais rencontré. Donc c'était très drôle, parce que justement la relation et les échanges ont été hyper naturels, parce que je me suis pas du tout fait une montagne en disant, attends, c'est Ginette Forget et Isabelle Chalut que t'as en face de toi. Mais en fait, c'était tellement drôle. On s'est retrouvés à une soirée, un dîner habillé en blanc, à chanter Céline Dion. Mais c'était improbable. Et avec que des Québécois. Et c'est seulement quand je suis rentrée en France que je me suis dit, attends, j'ai rencontré Isabelle Chalut, et quand je vois aujourd'hui, du coup après je suis tombée, en plus, j'adore dire je suis tombée sur toi, parce que j'ai cherché, et le premier site sur lequel je suis tombée, j'ai regardé, j'ai dit, on s'est regardé avec elle, on s'est dit, ah non mais c'est elle, c'est tout, la question ne se pose plus. Et c'est grâce à toi que j'ai compris que tout le parcours qu'il y avait aussi derrière Isabelle Chalut. Et donc, c'est drôle de voir que, voilà, quand les signes t'orientent vers un certain chemin, en fait, à un moment donné, faut, comme tu l'as fait, même si les gens te disent, mais t'es sûr, c'est pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon métier. Ouais, mais en fait, tout est aligné là. Donc, j'ai juste pas à me poser de questions.
Donc c'était pour rebondir sur ce que tu disais, parce que en fait, vous êtes les deux. Ouais, vous êtes les deux doulas, même si j'en suis un petit peu sur les réseaux sociaux, mais vous êtes les deux doulas que j'ai rencontrées. Du coup, une en France et une au Québec. Et du coup, c'est drôle parce que vous êtes quand même très actives toutes les deux toi justement dans les formations que tu es en train de proposer et tout ce que tu as envie de développer autour de ton activité. Donc vous êtes quand même super proactive dans toute cette dimension et cet univers de doula. Et tu parlais d'entourage tout à l'heure, de tous les guides, quels qu'ils soient, qui t'ont amené à te poser la question et à dire non, c'est ça que je vais faire. En fait, être bien entouré, que ce soit par tes proches, par un nouveau réseau. En fait, quand tu es bien entouré, le chemin, il est hyper clair, quoi. Assurément. Donc voilà, c'était juste pour te parler d'Isabelle Chalut parce que du coup, c'était très drôle. J'avais déjà entendu parler de la doula, mais alors, tu vois, mon cerveau, il n'avait pas du tout pris l'information quand j'étais en voyage, donc c'était très drôle. Et je suis vraiment honorée d'être mise à côté d'Isabelle Chalut. On lui fera une petite dédicace sur les réseaux sociaux. Oui, dans tes mots. Isabelle, donc bien sûr, je la connais. C'est une femme extraordinaire. C'est un ange, en fait, pour moi, Isabelle. Elle fait partie de ces femmes sages qui, à partir du moment où elles sont dans une pièce, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, je suis d'accord. Elle est très chère à mon cœur et tu parlais de nos deux postures. En toute humilité, moi, je suis un bébé doula par rapport à Isabelle Chalut. C'est une femme qui œuvre depuis de très nombreuses années dans le milieu francophone canadien. Elle fait beaucoup, ouais. Pour la reconnaissance des doulas. De base, elle sort des professions médicales. Donc, elle avait, de par son premier métier, un pied ou même peut-être deux, dans le milieu médical et paramédical. Et du coup, de par cette casquette, mais elle en parlera évidemment mieux que moi, elle a la capacité et elle a eu la possibilité ces 10 dernières années d'avoir des portes qui se sont ouvertes dans le milieu médical québécois. Et du coup, elle forme des professionnels de la santé, elle ouvre ce milieu-là au milieu de l'accompagnement non médical. Alors, pour elle, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de biais dans mes propos, la doula telle qu'elle le conçoit, c'est évidemment une accompagnante non médicale, mais Isabelle, c'est vraiment un fil rouge pour permettre le lien en fait entre les deux. Voilà, le lien entre les deux. Et puis, ce que j'adore et ce que je chéris dans le personnage d'Isabelle, c'est sa posture, parce qu'en fait, toute sa transmission, et elle m'a beaucoup transmis sur ce sujet-là, c'est sur la capacité d'être. Sur le fait, en étant, en incarnant profondément ce qu'on veut transmettre, la posture du corps vient finalement exprimer peut-être même beaucoup plus de choses que le vocabulaire ou des transmissions orales qu'on pourrait donner aux parents, aux futurs parents. Et c'est vraiment une personne que je chéris et les femmes qui sont formées par Isabelle ont cette sensibilité en général sur leur corps, tu sais, l'aura. Le fait j'arrive dans une pièce, j'arrive chez mes clients, j'arrive chez les parents que j'accompagne ou les futurs parents que j'accompagne et j'ai conscience de mon corps. J'ai conscience de la manière dont je vais m'asseoir, la manière dont je vais engager la conversation, la manière dont je vais poser ma voix, la manière dont je vais respecter les silences, la manière dont je vais inviter l'autre à venir se déposer. Et tout ça,
ça se dit beaucoup par les messages non verbaux. Complètement. Mais en fait, en plus, avec sa chevelure, son côté un petit peu, cette couleur un peu poivre-sel, moi, la première fois que je l'ai vue, et en plus, c'était drôle parce qu'elles étaient toutes les deux à côté de Ginette Forget, elles ont plus ou moins la même couleur de cheveux, elles ont les cheveux en plus ondulés toutes les deux, peut-être un peu plus bouclés pour Isabelle. J'ai eu ce même sentiment, c'est-à-dire que, notamment pour Isabelle, j'ai presque envie d'utiliser le terme de sage. T'as l'impression que c'est la sage. Tu sais, on parle souvent, notamment dans certaines tribus africaines, on dit le chef de la tribu, voilà, c'est aussi le sage de la tribu. Bah, Isabelle, c'est comme si elle arrivait, en plus, je t'assure que pendant notre dîner, elle était habillée en blanc. J'avais l'impression que c'était, enfin, tu sais, limite la dame de cérémonie de cette soirée. Et j'avais presque envie de le... Il y a ce côté très réconfortant. En plus, moi, ça faisait 9 mois que j'avais pas vu ma famille. Enfin, ces deux, moi, je les appelle presque des mamas, quoi. Ces deux mamas là qui étaient devant moi. Alors après, j'avais quand même une petite timidité. Quand je les ai rencontrées, c'était plutôt au début, mais elles ont un côté mama dans le côté réconfortant. Peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai bien aimé le nom de ton site, parce que toi aussi, du coup, il y a Mama dedans. Mais il y a ce côté réconfortant, posture, que tu évoques très très bien, et je te rejoins complètement là-dessus, quoi. Mais et je dis pas ça pour te lancer les fleurs ou pour faire ta minute promo, mais je trouve que ça c'est pas anodin que t'aies quand même choisi le terme mama dans ton site internet. Tu le véhicules en fait à ta manière. Tu n'as pas les cheveux grisonnants encore, Élodie. Non, et beaucoup moins bouclés. Mais je crois que la première fois que je t'ai eu au téléphone, j'ai raccroché, j'avais presque envie de dire, j'ai même pas besoin de voir son visage. Tu vois, c'est aussi dans la voix, il n'y a pas que dans la posture. C'est finalement dans tout ce que... Quand nous on a lancé notre formation pour apprendre à lancer son podcast, on dit toujours, tant que tu ne connais pas ta voix, tant même que tu l'apprécies ou pas, c'est pas grave. Il y a 90% des Français je crois dans le monde entier qui n'aiment pas leur voix. Ouais, n'empêche que c'est ta marque de fabrique. Et en plus, encore plus dans un podcast, on ne te voit pas, on t'écoute dans les oreilles. Donc, il faut vraiment, en fait, ta voix, elle traduit ta personnalité. Donc, plus t'es ancré, plus t'es aligné, en fait, que tu aimes ou pas ta voix, elle va être beaucoup plus connectée à ton invité, connectée à ton sujet, connectée parce que tu sais que ce dont tu parles, ça te parle, ça parle à ton cœur, quoi. Donc, c'est pour ça que dans ta voix... Quand je t'avais au téléphone, il y a ce côté mama, hyper réconfortant, hyper doux. Donc, tu vois, entre douceur, doula, douceur, et mama, et le lien que j'ai fait avec Isabelle Chalut. Donc, je me dis, voilà, c'était hyper aligné, tu vois. Voilà, les signaux étaient au vert. J'étais bien contente de te rencontrer, et surtout que ce soit toi qui témoigne de ce métier. Donc on fera une belle dédicace à Isabelle quand l'interview passera avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Et si tu me le permets, je veux bien rebondir sur ça, sur cette figure bien de sûr. la mama. Isabelle en est assurément une à sa manière, mais je voulais aussi te parler d'une des premières femmes que j'ai rencontrées dans mon cheminement de femme qui devient doula. C'était lors d'un séminaire avec Michel Audin et Liliana Lamers. Liliana, et c'est de Liliana dont je veux parler. Liliana aussi, pour moi, elle est de cette même vibration. Elle est de la même fréquence que Isabelle. Alors, c'est peut-être leur âge, je sais pas. Le fait qu'elles soient des femmes sages, des femmes avec une chevelure grisonnante mais il y a beaucoup plus que ça, à mon avis. C'est pas seulement leur chevelure qui fait ça, c'est toute la vibration et cette capacité à venir s'asseoir dans leur bassin. Tu vois, quand elles viennent te parler, quand elles s'assoient en face de toi,
il y a le temps qui devient sacré. Et on sort du temps ordinaire et on arrive dans un tempo qui leur est propre. Et Liliana, j'ai vraiment eu un coup de foudre en écoutant cette femme parler de sa posture de doula et de son métier. Et elle raconte avec beaucoup d'émotion que elle, son job, c'est de ne rien faire. Alors, elle a beaucoup d'humour. C'est une femme qui a énormément d'humour. Et elle dit, moi, j'ai aucun problème pour que... Je dis au début à mes clients, avant de signer le contrat, vous allez me payer cher pour que je ne fasse rien. Et du coup, évidemment que c'est fait pour venir un peu titiller. Ça vient gratter un petit peu dans cette société de consommation où dès qu'on paye, on veut obtenir, et vraiment Exactement. pour le prix qu'on paye. Évidemment que c'est un pied de nez, et elle en parle dans sa formation, et elle explique sa posture, elle explique tout l'intérêt et les besoins physiologiques dont la femme a besoin pour mettre au monde son enfant. Et que elle, sa figure de doula, elle est intensément dans cette capacité à être là, dans cette capacité d'être et non pas dans cette capacité à faire quelque chose. Et du coup, elle raconte à qui veut l'entendre que elle arrive quand la maman est en travail et puis elle se met dans un petit coin et elle tricote et où elle dort. Elle dit, je me mets à côté de la femme qui est en travail, ou alors je vais même dans une autre pièce si elle n'a pas envie que je sois là, et puis je dors. Et puis plus, elle nous raconte ça, plus je ne fais rien du verbe faire, mais plus je suis juste là, et ben mieux ça se passe. Et plus j'incarne ma position et ma posture de doula et d'accompagnante. Alors elle, Liliana, elle est vraiment centrée sur le birth doula, la doula pendant l'accouchement, pendant la naissance. Évidemment qu'il y a aussi des doulas, donc postnatal doula et prénatal doula, où là, oui, ta présence est importante. Évidemment, elle est même primordiale, mais il y a aussi beaucoup de choses je dirais, à faire, mais surtout à transmettre, tu vois. Et puis après, ça, c'est chaque doula à sa couleur. S'il y a, à mon sens, nécessaire d'avoir une base commune pour toutes les doulas, après, chaque doula a sa couleur, de par sa sensibilité, de par son aura, de par sa vibration, tout simplement. Il y a des doulas qui vont être très dans le tactile, il y a des doulas qui vont être dans d'autres transmissions liées à la périnatalité. Et ça, c'est à chaque parent de questionner la doula pour savoir qu'est-ce que tu peux m'apporter, en plus de ta posture d'écoute et de non-jugement, en termes de connaissances et de transmission de femme à femme. Voilà, quelle est ta posture, quelle est ta couleur. Et alors, tu parlais du verbe, entre guillemets, du verbe être et de tout ce que Liliana incarne avec ce verbe. Il y a des années, une de mes amies qui vivait à Paris et qui aujourd'hui est à Québec, à côté de Québec, donc que j'ai revu aussi pendant mon voyage, c'était très drôle, oui. Qui a fait un énorme travail, qu'il avait déjà commencé en région parisienne, mais qui a fait un énorme travail sur elle, et notamment d'ailleurs autour du féminin sacré, donc je l'ai trouvée transformée. Et c'est une nana, on était en plus, quand je l'ai connue à Paris, on était dans une réunion, plutôt une journée de formation pour entrepreneurs. On était tous bénévoles et on le restait, mais il y avait ce pôle formation. Et puis, avec ma première société, j'avais fait de l'export et puis bref, du jour au lendemain, mon marché s'est écroulé. Donc moi aussi, j'étais assez écroulée ce jour-là. Et elle est venue à côté de moi avec cette légèreté que je lui connais. Puis elle me dit, je viens de lire un article qui a changé beaucoup de choses et qui change beaucoup de choses en ce moment dans ma vie. Elle m'a dit, pose-toi juste la question suivante. Quel est le verbe de ta vie ? Et elle part et elle me laisse avec ça.
Et je l'ai regardée partir en me disant, mais elle se fout de qui? En me disant, mais de quoi elle me parle? C'est pas le moment de parler de verbes et de grammaire. Et puis, il y a eu un truc, je pense que mon corps a chopé cette question. Il m'a fallu, je pense, une trentaine de secondes. Je me suis levée de table, je suis allée la voir et je lui ai dit, je crois que mon verbe, je l'ai trouvé. Et je crois que celui qui traduit le plus aujourd'hui, donc c'était il y a peut-être plus de 5 ans, je lui dis, je crois que le verbe qui traduit le plus aujourd'hui mon envie et ma personnalité, c'est transmettre. Et effectivement, il y a 5 ans, c'était vraiment le verbe, il y avait que ce verbe-là que je voyais. Et en fait, le voyage a fait que dans toutes les expériences que j'ai pu faire, les rencontres que j'ai pu faire, etc., je te rejoins beaucoup sur, en fait, avant tout autre verbe, il faudrait juste en avoir un en priorité. C'est le verbe être, en fait. Et en fait, une fois que tu es, j'ai presque envie de rêver et de croire que tout est possible. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais d'où tu viens, en fait, ton chemin, il est tellement logique, même s'il y a plein de possibilités qui s'offrent à toi et que tu choisis en fonction de tes affinités, tant que tu ne sais pas qui tu es, et c'est exactement ce sur quoi on bosse sur le podcast, c'est que tu ne peux pas être un bon podcasteur, surtout quand tu es en interview, si tu n'es pas du tout aligné et si tu ne te connais pas toi-même. Et du coup, c'est hyper intéressant quand tu parles de Liliana et que tu dis, en fait, elle entre dans cette pièce et juste à la voir et à sa façon de s'asseoir, cette femme est... Ouais. Elle doit avoir un charisme, mais de dingue. Donc, aujourd'hui, le verbe être, je crois que c'est le verbe le plus important. Et du coup, c'est pour ça que j'aime autant et que je suis quelques doulas et que je lis chaque jour entre toi, parce que je ne fais pas que te suivre aussi, donc on a d'autres discussions et d'autres rendez-vous, mais celle que je suis invite toujours la femme, et c'est en ça que j'aime. Il y a la future maman, mais en plus de la future maman, c'est la femme. C'est pose-toi la question de qui tu es, et si, bref, en gros, vaut mieux le savoir avant ou en tout cas, sache-le pendant ta grossesse, etc., parce que tu transmets déjà tellement de choses. Donc, en fait, le verbe être et le verbe transmettre sont intrinsèquement liés. Et surtout quand tu es en période de grossesse, si tu es, tu transmets aussi qui tu es très très facilement. Donc le verbe être, il est, je connais pas et j'ai jamais, je suis un petit peu les travaux de Michel Audin, mais Liliana, j'ai pas encore regardé ses bouquins, etc. Mais toutes celles qui en parlent, et du coup toi tu le fais très bien, on sent vraiment le charisme de cette femme. Et du coup, derrière cette femme, derrière qui le verbe être prend vraiment toute son importance, quoi. Oui, et ce qui est vraiment phénoménal, c'est que, alors du coup, tu parles de charisme, c'est pas forcément ce mot-là que j'aurais eu en bouche, mais je comprends ce que tu veux dire. Ce qui est dingue et ce qui est très drôle, oui, c'est que elle fait cet effet-là, mais c'est un tout petit bout de femme. Elle est très fluette et on pourrait se dire qu'il y a une certaine fragilité, mais en fait pas du tout. De par son humour, de par sa posture et de par ce qu'elle incarne de A à Z, ce qu'elle est et qui elle est. Effectivement, là, il y a une certaine forme de charisme tout en douceur et en bienveillance, et c'est même chatoyant, tu vois, qui se met en place. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, tu parlais de l'importance de ce verbe être, et j'y mets beaucoup de cœur à essayer, tout du moins, de transmettre cette importance-là aux parents que j'accompagne, parce que en postnatal et quand le couple conjugal devient le couple parental dans la famille qui est en train de se fabriquer, de se tisser, de se transformer,
Eh bien, finalement, quand on a un tout petit bébé qui est une bombe sensorielle, 24 heures sur 24, on a beau savoir, on a beau connaître, on a beau avoir le cerveau néocortex rempli à bloc avec des dizaines de livres ou des dizaines de concepts à incarner, à mettre en place, si on n'incarne pas, si on ne saisit pas l'importance du savoir-être, eh ben ça fait des vagues. Ça fait des vagues. Et donc oui, assurément, on est dans une société où il faut savoir-faire, connaître, tout connaître. On voit de plus en plus de méthodes pour savoir accoucher, apprendre à accoucher, bien accoucher. Et ça, c'est la société dans laquelle on est aujourd'hui, la performance. Oui, c'est ça. C'est pas comme ça que j'accompagne les parents qui me font l'honneur de partager leur temps de vie durant la grossesse et en postnatal, parce que s'il y a bien quelque chose qui n'a pas d'actualité temporelle, c'est le fait de mettre au monde un enfant. Et que oui, bien évidemment, tu trouveras toujours des gens qui te disent oui, mais aujourd'hui, en 2020, on fait pas comme il y a 100 ans, puis on fait pas comme il y a 200 ans. Oui, mais ça, c'est probablement lié à la culture et à l'éducation et aux nouvelles connaissances scientifiques qui sont très importantes et qui changent le monde de la périnatalité. Et ça, c'est fantastique. Mais là, je remets pas en cause ça. Je viens plutôt inviter à connecter à la part sauvage, à la femme sacrée, à la femme qui sait mettre au monde son enfant, parce que les femmes savent mettre au monde leur enfant depuis la nuit des temps. C'est comme ça que ça se passe. Et l'accouchement, il n'est pas géré par le cerveau intellectuel, il est géré par le cerveau archaïque, celui qu'on ne vient pas nourrir par des savoir-faire ou par des connaissances, mais celui qu'on vient juste chérir pour qu'il puisse mettre en place tout son savoir intergénérationnel et authentique en fait. Et ça, oui, c'est très précieux d'avoir d'avoir connaissance en tout cas de ces notions-là, que toutes les femmes ont la capacité de mettre au monde leur enfant, mais que toutes n'auront pas la possibilité de le faire parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui ne connaît pas la physiologie et en France, on est dans un système français médical qui ne chérit pas la physiologie. Ouais, complètement. Et tu parlais on parlait de transmission et du coup, je rebondis sur ce que tu dis. C'est drôle parce qu'on dit souvent, en parlant de jardinage ou de cuisine, on dit souvent, ou même de couture, on dit souvent, ou on entend souvent parler, tu sais, des astuces de grand-mère. Oui. Et du coup, j'ai aussi cette chance de beaucoup parler de mes grands-mères, je parle beaucoup avec ma maman, etc. Mais il y a ma maman m'ayant eu extrêmement tard, c'était des conditions très lointaine, on va dire. Mais on parle souvent de transmission de grand-mère ou de mère en fille, que ce soit en cuisine, en couture, en jardinage. Mais finalement, on a complètement zappé la transmission des accouchements. Aujourd'hui, il y a un tel décalage entre, même quand les femmes accouchaient chez elles à l'époque, elles avaient beau accoucher chez elles, les risques étaient hyper élevés, on respectait pas forcément, ou alors c'était, je parle pas du Moyen-Âge non plus, hein, mais c'était une toute autre époque, et du coup il y a le côté transmission mère-fille ou grand-mère-fille en matière d'accouchement. On a l'impression que c'est quasiment un néant en fait aujourd'hui, et que en fait quand on s'apprête à être maman, en fait, on n'a aucune clé. On se sent, on te dit bah ok, on sait que on peut accoucher parce qu'on a ça dans les tripes, parce que c'est dans notre nature, mais enfin, on peut aussi se sentir complètement démuni. Donc, est-ce que c'est aussi pas lié à l'évolution de la société qui est justement
plus de transmission, que la physiologie soit pas du tout une priorité et que seulement aujourd'hui, ou en tout cas depuis peut-être moins de 10 ans, que la femme en tout cas cherche vraiment à reprendre, j'ai pas envie de dire ce contrôle, cherche à reprendre ce lien avec son corps, le lien avec son ressenti, ses intuitions, son instinct. Qu'est-ce que tu penses justement du fait qu'il y ait peu de transmission? En fait, on soit pas. Est-ce que l'évolution de la société est la seule explication du fait que la femme, elle soit complètement un petit peu dépourvues ou elles se sentent complètement paumées. C'est drôle de voir qu'il y a vraiment, en termes de transmission, on parle beaucoup des remèdes de grand-mère. Moi, j'en entends parler depuis que je suis petite, et que finalement, les remèdes de grand-mère ou les conseils qui pourraient se transmettre vraiment de mère en fille, de grand-mère en fille, d'un point de vue corporel, en fait, il n'y en a pas. Il y en a pas. Alors, est-ce qu'il y en a peut-être dans d'autres il y en a peut-être dans d'autres cultures, mais tu vois, dans la culture française ou en tout cas latine, j'ai l'impression qu'on parte quand même que c'est quand même hyper récent. Hein. Je sais pas si c'est lié au début de l'émergence des doulas, mais c'est chouette de voir cette émergence, mais en même temps, on part de quand même assez loin. Alors, je veux bien rebondir sur ça. C'est évidemment un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Et je me permets de rebondir sur le fait que tu disais qu'accoucher à la maison, c'était très dangereux. En fait, ça, c'est vraiment un mythe à déconstruire, parce que même au Moyen-Âge, c'était pas vraiment dangereux. Okay. C'est les conditions de suivi médical qui étaient inexistantes et qui du coup aujourd'hui en 2020, ces conditions-là étant bien évidemment on peut dire au top du top en termes en tout cas de données médicales. Il y a je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que là aussi on pourra vraiment en parler pendant des heures, et il y a un rapport officiel qui est sorti en tout début d'année ou fin d'année dernière, j'ai plus la date exactement en tête, mais qui expliquait, et c'était vraiment des données officielles, qui montraient que d'un point de vue statistique, l'accouchement à domicile n'était pas plus dangereux que l'accouchement en structure médicalisée, voire ce serait même l'inverse dans certaines conditions. Donc ça, c'est vraiment hyper important de véhiculer des nouvelles, des vrais dires en fait, et de ne pas rester sur des peurs liées, parce que c'est lié à la mortalité et morbidité infantile et périnatale, oui. Qui aujourd'hui malheureusement existent toujours, mais dans des conditions bien spéciales et avec des pathologies bien spéciales. Et donc voilà, j'avais à cœur de faire un petit point là-dessus, et si tes auditeurs veulent en savoir plus, il suffit de chercher sur Google ou autre le rapport officiel lié à l'accouchement à domicile en France, et c'est vraiment chouette à lire. Et puis par rapport aux transmissions, on va dire intergénérationnelles, on vient comme aussi boucler la boucle par rapport au début du podcast, au début de notre discussion, où je te disais que peut-on vraiment parler de la posture de doula comme un métier, parce que finalement c'est une posture, c'est une place que les femmes ont toujours eue auprès des femmes. Alors là, on va mettre de côté un petit peu notre société actuelle, puis on va aller à 3-4 générations avant la nôtre, où les familles, la plupart des familles habitaient encore rapprochées avec les tantes, les cousines, les sœurs, les grands-mères. Les gens habitaient vraiment en famille. Et du coup, la vie faisait que on avait toujours des femmes autour de nous. On avait des femmes autour de nous pendant la grossesse, on avait des femmes autour de nous pendant l'accouchement, et on avait des femmes autour de nous pendant le postnatal immédiat. Et assurément, aujourd'hui, c'est rarement le cas en France. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui,
pendant la grossesse, c'est rare d'avoir nos familles autour de nous. C'est rare qu'on prenne soin de nous entre femmes, ou en tout cas d'un point de vue familial. C'est rare qu'il y ait notre cousine, notre sœur, notre grand-mère le jour de notre accouchement. Ah ouais. C'est le conjoint. Le conjoint a pris la place de la communauté de femmes. Et c'est pour ça, et ça encore, il y aurait tellement à dire, et je suis passionnée par ce sujet-là, ce que porte sur les épaules le partenaire. Alors, ça peut être la partenaire ou le partenaire, mais j'accompagne beaucoup plus de couples hétérosexuels, donc c'est vrai que j'ai l'habitude de dire le partenaire. Ouais. Ce qu'on fait porter, ce que la société fait porter aux partenaires pendant la grossesse, pendant l'accouchement et en postnatal, pour eux, d'un point de vue transgénérationnel, c'est aussi nouveau. Complètement. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que les hommes ont été parachutés dans le monde de la grossesse et dans le monde de l'accouchement. Et c'est une des questions que je pose quand je rencontre les partenaires. Est-ce que tu sais si ton papa à toi était là lors de ta naissance? Si ce sont des hommes qui ont autour de la trentaine, c'est souvent le cas que les pères ont été là. Et puis, mais si c'est des hommes un peu plus âgés, autour de la quarantaine, des fois, les hommes, leurs pères à eux n'ont déjà pas été là pendant leur naissance. Et puis, peu importe la réponse du partenaire, on va un peu plus loin et je dis, est-ce que tu sais si ton grand-père était là à la naissance de ton père? Et la plupart du temps, la réponse est non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, la génération d'hommes qui devient papa, soit c'est la première génération qui prend part au processus de grossesse et qui est là durant l'accouchement, soit c'est la deuxième génération. Et si c'est la deuxième génération, ça veut dire que la génération du père, en général, c'est la génération péridurale où on est sur des accouchements hyper protocolaires avec les poussées dirigées, les méthodes avec la respiration du petit chien et tout ça. C'est une époque dans les années 70-80 où on était vraiment dans des accouchements très très médicalisés avec une mise sous péridurale pratiquement systématique. Et du coup, le père était presque là comme spectateur. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on arrive à une génération d'hommes aujourd'hui acteurs carrément, parce qu'ils le veulent la plupart du temps. Ils ont à cœur d'être acteurs et ça c'est fantastique. Mais du coup, ils ont aussi tout ce manque, tout ce vide d'accompagnement féminin et d'entourage féminin et de communauté féminine que les femmes n'ont plus aujourd'hui et que probablement elles avaient il y a encore de cela 3 ou 4 générations. Et donc, dans cet entourage-là, il y avait assurément les femmes qui faisaient qui jouait le rôle, qui incarnait le rôle de doula. Parce qu'en fait, c'est ça la doula. Tu vois, c'est cette personne ressource, cette personne... Et qui fait autant le lien finalement entre la future maman et le futur papa. Et du coup, je te lance cette perche que j'attends depuis tout à l'heure. C'est aussi pour ça que j'aime cette activité de doula. C'est que vous laissez la place et surtout vous donnez la parole au futur papa. Nous, on a cette chance, entre guillemets, quand je dis nous, c'est vraiment les femmes ou les futures mamans, mais on a cette chance d'avoir quand même... de pouvoir être accompagnée par une doula, d'avoir quand même un suivi, même si c'est une sage-femme ou une gynéco-obstétricienne, donc pas avec le côté physio forcément, mais il y a quand même un suivi. Et c'est surtout qu'en fait, on la vit, cette grossesse, on la sent, et puis on est du verbe être. On est avec l'enfant, et du coup, c'est pas toujours évident pour le futur papa de trouver sa place. Et je trouve que justement, dans ton activité, vous
vous sollicitez beaucoup, vous posez toujours des questions, à savoir comment va le papa. Est-ce que le papa a envie d'avoir un moment ou un petit moment d'échange, etc. Et je trouve que donner la parole au papa, c'est leur redonner aussi leur place qu'ils n'ont pas pu avoir. Tu parlais de plusieurs générations, et je trouve que c'est hyper fort, quoi. Donc c'est en ça que l'activité de doula, je la trouve belle, parce que c'est pas le côté monopole de la future maman. Bah non, c'est moi qui porte, donc c'est moi qui dois gérer telle chose, c'est moi qui sais. Ben, en fait, non, dans la construction de l'enfant, c'est bien quand il y a cette harmonie, en fait, chacun sait. Et donc, c'est pour ça que la question que j'avais envie de te poser, c'était finalement quelle place dans tes accompagnements tu laisses. Est-ce que tu fais toujours en sorte de parler au moins une fois au papa? Est-ce que tu parles souvent du papa avec la future maman? Quelle place en fait vous laissez au futur papa, notamment en prénatal? Oui. Alors en prénatal, mais surtout tout le temps, la place du papa, pour moi, elle est primordiale, et c'est une des premières choses que je dis aux couples quand on fait des séances de rencontres. Je ne suis pas là pour remplacer le papa. Jamais. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Ni pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement, ni en postnatal. La posture du partenaire, elle est fondamentale et elle lui est propre. Et en aucun cas, je suis là pour me substituer à lui d'une quelconque manière. Ça, c'est super important pour moi de le transmettre. Et puis, la manière dont j'intègre le partenaire ou la partenaire pendant cette aventure périnatale, c'est vraiment j'ouvre des portes, et puis après c'est au choix. C'est vraiment le ou la partenaire qui décide. La plupart du temps, dans les accompagnements sur le long terme que je propose, on a à minima une séance de couple, notamment pour parler par exemple de la physiologie de l'accouchement et de la naissance. Et puis, je propose au minima une séance que avec le ou la partenaire, sans la maman. Okay. Et puis, ça c'est des propositions. Après, c'est au couple et c'est au partenaire de décider. Bien évidemment, moi, je propose et les parents que j'accompagne disposent. Mais c'est super important d'ouvrir cet espace, de leur offrir cet espace. Pourquoi ? Parce que on entend encore beaucoup trop de témoignages de couples où les partenaires sont vraiment mis de côté durant le suivi médical. Ils sont pas forcément les bienvenus à certains cours de préparation à la naissance. On leur fait comprendre qu'ils gênent un peu lors des échographies. Alors bien évidemment, ça dépend des praticiens et des professionnels, mais ce genre de témoignages ne sont pas rares encore aujourd'hui. Et puis, tu me disais tout à l'heure, oui, maintenant on intègre les papas, c'est peut-être une question de génération. En fait, pas tant que ça, parce que regarde comment ça s'est passé durant le Covid. Alors évidemment, là, on parle de quelque chose d'exceptionnel au sens étymologique du terme, où c'était notre génération, c'est la première fois qu'on vit un confinement de ce type-là. Mais regarde à quel point, d'un point de vue sociétal, les pères ont été mis de côté, c'est vrai. sans préoccupation, sans plus de préoccupation que ça. Aujourd'hui, donc, je reçois des couples, donc des jeunes parents Covid qui ont enfanté et qui ont accouché pendant le confinement, et du coup, je commence à avoir des témoignages de couples avec ce qui s'est passé sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de mon accouchement et comment mon mari a été foutu dehors de l'établissement de l'hôpital. Et je suis en colère en fait quand j'entends ces témoignages. Alors bien évidemment, ma posture d'accueil est super importante, et pendant que j'accueille tous ces témoignages, je suis dans un non-jugement. C'est mon rôle.
Donc, je reste dans mon no-jugement, mais là, on n'est pas en séance et je peux me permettre de faire parler mes émotions et ça me fout en boule de recevoir ces témoignages-là parce que c'était évident, en fait. C'était évident que de couper les prémices d'une paternité, d'empêcher les papas et les partenaires d'être là le jour de l'accouchement, d'être là le jour de la naissance de leur enfant, ou si on les a acceptés, au bout de 2 heures, quand la femme et le bébé sortent de la salle de naissance pour remonter en chambre et qu'on dit au monsieur « merci, au revoir », vous reviendrez chercher votre femme et votre bébé dans 3 jours, ben c'est sûr en fait, c'est sûr qu'il y a un vide dans le tissage, qu'il y a un manque dans la mise en place de cette bulle familiale. Donc, on a beau dire qu'aujourd'hui, l'égalité des sexes, l'intégration des papas, oui, sur le papier, ça arrive, et heureusement. Mais leur place est loin d'être gagnée, leur place est loin d'être évidente, et il suffit de regarder ce qu'ils ont dû subir, et comme ils n'ont pas du tout été considérés, leur place a été balayée d'un revers de la main, optionnelle, c'est vrai. pas du tout importante, pour qu'on se rende compte que non, leur place et la place qu'on leur offre, elle est loin d'être gagnée, et c'est à chérir. Là, c'est vraiment à chérir. Tu parlais de, justement, on parle que ce soit des futurs papas et on va dire des hommes en général. Est-ce que, question un peu naïve, mais on parle des doulas femmes depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a des doulas hommes ? Ah, c'est une bonne question. Parce que Michel Audin, je crois qu'il a ce côté et cette expérience dans le monde médical, et que Liliana, elle, est doula. Mais Michel Audin, est-ce qu'il est doula ou est-ce qu'il est... Il est obstétricien. Il est obstétricien, oui, c'est vrai. C'est un très grand chercheur. Et il a travaillé toute sa vie avec sa posture d'obstétricien et d'homme de la science, d'homme médical. D'accord. Mais par contre, il tend profondément, parce que c'est un éminent chercheur et professeur au niveau de la physiologie des femmes et de la physiologie de l'enfantement. Il a ce savoir qui lui permet d'incarner une posture la plus juste possible en termes de soignant. Donc Michel Audin, c'est forcément une exception, je dirais. J'espère qu'il y en a plein d'autres. J'espère qu'il y a plein d'autres, et j'y crois fort, à ces exceptions anonymes. Mais pour répondre à ta question de l'accompagnant non médical, Isabelle Chalut pourrait en parler parce que on avait discuté en privé toutes les deux qu'elle avait formé, qu'elle avait accueilli un homme durant ces séminaires. Alors, ces séminaires qui sont la plupart du temps exclusivement féminins. Durant ses formations pour devenir doula. Et je crois que l'année dernière, en 2019, elle a accueilli un homme pour la première fois dans son cercle de personnes formées. Je pense que l'accompagnant non médical masculin aurait toute sa place dans les professionnels accompagnants le couple. En tant que doula, j'accompagne de manière absolument ouverte le couple, autant la future maman que le futur papa, on en a parlé. Mais c'est vrai que si je devais donner une sorte de pourcentage, j'accompagne beaucoup plus fréquemment les futures mamans que les futurs papas au sein du même couple. Bien sûr. Alors peut-être que cette tendance serait inversée de manière justifiée avec un accompagnement homme, où l'accompagnant homme viendrait avoir une relation privilégiée avec le futur papa et serait également ouvert à accompagner le couple et la future maman comme moi je le fais de manière inversée. J'en sais pas beaucoup plus. Je ne connais pas personnellement d'accompagnement homme. Isabelle m'avait partagé ce terme-là de doulo, doula au masculin qui ferait doulo.
Je trouve ça chouette. C'est juste Ouais, que j'aime bien cette idée. Pour l'instant, il y a tout à créer, à mon sens, dans cet univers-là, le masculin, la paternité, la parentalité, comment créer du lien et comment venir toucher du doigt la vulnérabilité de l'homme dans son vécu de devenir père, parce qu'il y a tant de choses à écouter, il y a tant de choses à chérir dans ce processus de la vie du fait de devenir père. Même si c'est pas moi qui porte mon enfant, il y a 50% de moi qui grandit à l'intérieur de ma conjointe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient où est-ce que ça vient me chercher? Qu'est-ce que ça vient appeler en moi? De fils, je vais devenir père. Voilà. Et l'accompagnement non médical a tout son sens, évidemment. Ça vaudrait le coup que j'envoie un petit message à Isabelle pour connaître son retour justement sur cet homme qu'elle a formé. Parce que je trouve que c'est un super beau message. C'est même pas un message d'espoir, c'est un message, voilà, allons vers un peu plus d'harmonie. Et tant mieux si le métier de doula, en fait, parle à des... Allez, on va utiliser les bons termes. Parle à un doulot. J'aime bien ce mot. Je trouve ça chouette. Je trouve ça super chouette. Est-ce que... tout à l'heure, c'est une question que je voulais te poser. En tant que doula, est-ce que c'est un petit peu comme je te la pose de façon très naïve, hein, mais je sais que certains se posent la question. Est-ce que c'est comme chez certains médecins? Est-ce que tu acceptes en fait tous tes patients? Ou est-ce que tu te laisses un temps de réflexion? Est-ce que on peut se dire que tu choisis? Ou est-ce que par rapport je ne sais pas si je déteste ce terme, par rapport au marché, par rapport à la société, en fait, est-ce que voilà, on te contacte et tu travailles avec cette personne? Et comment ça se passe c'est même pas ce rapport, mais ces prémices en fait avant de travailler avec un couple, comment ça se passe ce choix mutuel finalement entre patiente et doula? Oui, alors la première des choses, c'est important d'être pointilleux sur le vocabulaire employé, et les parents que j'accompagne ne sont pas mes patients. Tout simplement parce que je ne fais pas partie du système médical et que c'est peut-être un peu rude de parler avec ce mot-là, mais d'un point de vue purement métier, ce sont mes clients. Ce sont des clients. Voilà, ce sont mes clients. J'emploie rarement ce mot-là. J'emploie beaucoup les parents que j'accompagne, les parents qui me font confiance. Mais voilà, ça c'était important pour moi de te le poser. Parce que pour les doulas aussi, c'est important d'avoir cette rigueur de vocabulaire pour justement éviter tous les biais. Tout amalgame. Voilà, tous les amalgames dont ce métier-là peut souffrir encore. Et puis, par rapport à ta question, comment je choisis les couples que j'accompagne? Je vais te répondre avec une certaine naïveté aussi, mais je pars du principe que ce sont eux qui me choisissent. Ce sont eux qui me choisissent et rarement le contraire, parce que j'ai cette profonde croyance que j'amène à moi les personnes, j'allais dire les âmes, mais c'est vraiment les personnes, les humains qui vibrent et qui sont en résonance avec ce que je propose. Et que du coup, il y a rarement de déconvenus. C'est arrivé quelquefois, et je vais t'en parler juste après, mais c'est extrêmement rare le moment où ça colle pas. Le moment où c'est difficile, tu vois, où c'est inconfortable. Sincèrement, c'est très rare. Et les quelques fois où c'est arrivé, ben déjà, c'est inconfortable des deux côtés. Donc, il y en a le choix ne se fait ni d'un côté ni de l'autre. C'est un choix qui est évident, ou plutôt un non-choix qui est évident. Le fait que probablement que je ne suis pas la bonne personne, la bonne doula pour accompagner ce couple dans leur chemin de vie.
et que du coup, je les réfère à mes collègues, à mes consoeurs. Ok. Je suis très à l'aise avec cette sensation-là, ce choix. Alors, c'est pas vraiment un choix, comme je te l'ai dit, mais c'est plutôt ces rencontres. Voilà, je suis très à l'aise avec ces rencontres, et c'est d'ailleurs comme ça que je travaille, puisque les futures mamans ou les jeunes mamans qui me contactent et qui veulent prévoir une séance avec moi, je leur propose une première séance de rencontre qui est offerte et qui dure entre 20 et 30 minutes. Et puis c'est une séance où on fait connaissance, où je me présente en tant que doula. C'est une séance qui se fait en visio ou au cabinet. Ça, c'était d'actualité avant cette période Covid. Actuellement, je fais que du visio. Et puis, en 20-30 minutes, on arrive à sentir. Bien sûr. Ça match, on arrive à sentir si ce que j'offre et si ce que je propose avec ma posture de doula fait résonance ou pas. Et c'est un moment où je laisse beaucoup la parole aux personnes qui me contactent et où je leur pose la question texto: quels sont vos besoins et de quoi avez-vous envie? Bien sûr. Et en fait, si tu veux, là, la conclusion, elle est presque instantanée, en fait. À la fin du rendez-vous de 20 minutes, 30 minutes, des deux côtés, le choix, il est presque fait. Il n'est pas forcément dit, mais il est aux trois quarts fait. Je laisse évidemment le temps déjà que le couple discute. Et puis, je leur demande toujours de me revenir sous une dizaine de jours pour savoir si on travaille ensemble ou pas. Et puis, c'est important pour moi de laisser ce temps-là. De mon côté, si tu veux, la vibration, elle est quasiment immédiate. Ouais, tu le soit sens. ça match, soit ça matche pas. Moi, j'ai pas vraiment besoin de temps pour savoir est-ce que j'ai envie d'accompagner ces gens. C'est plutôt est-ce que mon accompagnement va leur être bénéfique. Est-ce que mon accompagnement, est-ce que la couleur de mon accompagnement est en adéquation avec ce dont ils ont besoin. Tu vois, récemment, comme je te l'ai dit, je n'ai pas encore repris les accompagnements à domicile parce que d'un point de vue personnel et professionnel, le Covid est venu chambouler pas mal de choses dans mon organisation, et aussi parce que le fait que mon fils n'a pas repris l'école. Et du coup, je crois que récemment, il y a 3 rendez-vous de rencontres que j'ai fait, et où j'expliquais que actuellement, j'ai pas repris les accompagnements à domicile. Et du coup, de manière très intuitive, ces futures mamans et ces couples m'ont dit: mais moi, j'ai besoin de contact. Et ben, tu vois, le fait que actuellement je suis pas la doula, mais mes capacités humaines et professionnelles ne répondent pas aux besoins et aux envies actuelles de ces couples-là. Donc, actuellement, ce sera pas avec moi que l'accompagnement sera possible. Donc, je les renvoie vers des consoeurs qui sont pas très loin de chez moi, avec qui j'ai l'habitude de travailler, que je connais bien, et c'est tout à fait OK. En fait, la base de mon engagement, il est profondément orienté vers la confiance. Je dois avoir profondément confiance en les parents que j'accompagne, et cette confiance, je fais tout pour qu'elle soit réciproque. Donc, ça demande vraiment il faut vraiment travailler sur sa posture, cet alignement dont tu parlais tout à l'heure, parce que évidemment, en disant je suis pas la bonne doula pour toi, ben c'est des clients en moins d'un point de vue purement entrepreneurial. Mais c'est tellement important d'être ancré là-dedans, parce que pour moi, si dès le début, je viens contourner cette posture-là de transparence et de confiance, alors c'est même pas la peine que je continue avec eux. J'ai déjà biaisé la base de mon engagement. On dit souvent: dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Ben, c'est un petit peu dans cette même... on pourrait presque l'utiliser aussi avec les clients. Si tu as des clients qui ont tous des valeurs complètement différentes... voilà, on est aussi en mesure de se poser la question: est-ce que tu sais un petit peu où tu vas? Donc, ok, ça répond carrément
à la question. Tu disais justement que tu envoyais, surtout en cette période-là, des clients potentiels vers d'autres consoeurs. Comment en France on fait pour trouver une doula? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est par région? Est-ce qu'il y a un répertoire? Comment conseiller que ce soit aux futures mamans ou aux futurs parents, où les orienter s'ils sont intéressés par un accompagnement avec une doula? Oui, et cette réponse-là découle tout à fait de ce qu'on vient de dire à l'instant, parce que le bouche à oreille reste profondément un vecteur super présent de comment les doulas se font connaître et comment les parents prennent connaissance des doulas. Parce que aujourd'hui, le milieu médical ne parle pas des doulas et 100% des futurs couples, des futurs parents des couples vont faire un suivi médical. Donc si ils n'ont pas d'autres échos et s'ils vont pas chercher eux-mêmes de manière proactive d'autres informations, c'est très probable que durant toute leur aventure périnatale, ils n'entendent pas une seule fois le mot doula ou le mot accompagnante non médicale, accompagnante à la grossesse. Ok. Donc, du coup, comment les doulas se font connaître? Énormément de bouche à oreille. Les parents que j'ai accompagnés qui parlent de mon travail, qui parlent de ce que ça leur a apporté, de comment je les ai accompagnés. Donc, c'est d'où l'enjeu, bien évidemment, d'être sincère et professionnel et profondément juste, en fait, dans la manière dont on travaille. Et puis, il y a aussi des informations un petit peu plus officielles. Alors, il y a une association qui s'appelle l'Association des doulas de France, l'association DDF, qui est l'association, on va dire, nationale la plus connue, qui regroupe un annuaire, l'annuaire des membres doulas de France. Donc là, ne sont pas répertoriées toutes les doulas qui travaillent actuellement, sont répertoriés sur cet annuaire uniquement les doulas qui sont membres de l'association Doula de France et qui ont signé la charte de l'association. Et puis récemment, il y a ma très grande amie et consoeur Julie Toutain, qui est doula sur la région du Sud, vers Toulouse. Et qui, sur son site internet, qui s'appelle En terre de mer, si je ne me trompe pas. Je mettrai les liens de... Tu mettras? Ouais. C'est ça, enterredemer.fr. Il y a la mise en ligne d'un nouvel annuaire, l'annuaire qui se veut le plus exhaustif possible de toutes les doulas sur le territoire français. D'accord. Donc il y a plusieurs mises en place qui commencent à voir le jour, des annuaires, des Google Maps et puis les parents qui témoignent, le bouche à oreille, voilà, tout ça commence à se mettre en place. Les groupes Facebook et puis les réseaux sociaux. J'en ai pas parlé, mais ça c'est sûr que c'est un gros vecteur pour connaître sa doula. Si tu savais le nombre de femmes qui me contactent pour me dire voilà, j'habite tel endroit en France, est-ce que tu connais une doula, est-ce que tu peux me référer une doula, parce que le monde des doulas étant encore un petit peu underground en France, la plupart du temps on se connaît toutes parce qu'on n'est pas encore bien nombreuses en France. Il y en a, on commence à être quand même, le réseau commence à être conséquent, mais la plupart du temps on se connaît parce que on évolue dans les mêmes réseaux et que le réseau est encore assez petit. Et du coup, c'est vraiment facile la plupart du temps de référencer des jeunes parents ou des futurs parents qui viennent me voir et qui me disent bah voilà, je suis à tel endroit, qui c'est que tu peux me conseiller? Donc pour l'instant, c'est de manière un petit peu, je dirais moitié-moitié, à moitié officieux, à moitié officiel, mais ça a vraiment tendance à se développer, c'est sûr. Top. Je mettrai de toute façon tous les liens, que ce soit le lien vers ton site internet, et puis je vais mettre aussi le lien de l'association des doulas de France et le site de Julie. Oui. On arrive
tout doucement à la fin de cette interview. Et du coup, j'ai encore 2 petites questions pour finir ce bel échange avec toi. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource, qu'elle soit digitale ou pas, ou est-ce que tu aurais quelque chose à transmettre aux auditeurs, quelque chose qui t'aurait inspiré, toi, que ce soit en tant que femme, que ce soit en tant que maman, que ce soit en tant que doula? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un livre ou une ressource qui t'a profondément inspiré et que tu souhaites partager avec nous? Oui, alors en livre, profondément, ce sont les écrits de Ina May Gaskin qui m'ont vraiment transcendée. En plus, ça a été un des premiers que j'ai lu et ça m'a ouvert les portes en grand sur un univers absolument inconnu de ma vie de femme. Donc, assurément, j'ai une relation vraiment particulière avec les écrits de Ina May Gaskin et puis son parcours de femme et quel rôle elle a pu avoir dans l'accompagnement des accouchements et la militante qu'elle a été. Donc, vraiment, cette femme est une icône pour moi. Et puis, je reparlerai de Julie Toutain, qui fait un travail absolument formidable et remarquable sur la vulgarisation de l'information, sur la transmission de l'information. Elle est extrêmement active et extrêmement connue sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Elle est militante. Et sans tabou. Et sans tabou, oui. Tu connais, tu connais son travail? Je la suis aussi et c'est hyper puissant. Donc C'est une ressource, je te rejoins complètement. C'est une ressource incroyable et elle est actuellement en train de finaliser l'écriture de son premier livre lié à la périnatalité. Elle est en train d'écrire une bombe, c'est intitulé le guide de la naissance naturelle ou quelque chose comme ça, ou le guide de la naissance physiologique. Excuse-moi Julie, j'ai plus le titre exact de ton livre. Alors il n'est pas encore sorti, hein, l'éditeur a été sélectionné et tout ça, je n'en dirai pas plus parce que pour l'instant c'est un secret, mais ça va sortir en librairie au courant des prochains mois et Julie va y mettre assurément sa plume de militante, de mère, de passionnée de la physiologie, passionnée de l'empowerment, passionnée des couples, passionnée du féminin. Et clairement, ça va devenir un de mes best-sellers parce que Julie, je la connais personnellement parce que c'est une tendre amie, mais je la connais aussi dans sa posture de professionnelle et vraiment, c'est une pépite. Donc, si j'ai vous des frissons rien qu'à l'idée de lire ce livre. Ouais, si vous la connaissez pas, c'est vraiment une femme à connaître si vous avez pour projet de devenir parent, si vous êtes futur parent ou si vous êtes jeune parent. C'est de l'or en virtuel. Une idée, puisque le podcast, notre podcast s'appelle Aventure humaine. Est-ce que tu aurais une idée d'aventurier ou d'aventurière de la vie que tu souhaiterais un jour écouter sur un podcast et en tout cas sur notre podcast? Est-ce que tu penses tout de suite à une ou un aventurier de la vie? Oui. J'ai une femme là qui vient de s'afficher en plein devant moi. C'est vraiment une femme que j'admire à tout niveau. Elle s'appelle Mégane Bénière. C'est une aventurière de cœur. C'est une femme militante. C'est une femme que j'ai connue à plusieurs niveaux. Ça a d'abord été une de mes clientes parce que j'ai accompagné ce couple en période prénatale. C'est désormais une amie et elle va bientôt prendre un nouveau statut ou peut-être elle va ouvrir une nouvelle case dans notre relation puisque ça va être une des étudiantes de la première promotion de ma formation pour devenir doula qui ouvrira, donc la première promotion ouvrira en janvier 2021 et elle fait partie des femmes
qui vont faire de moi cette formatrice. Et donc du coup, Mégane a pour projet de devenir doula, mais assurément que la posture d'accompagnante, elle le travaille, elle l'incarne depuis bien longtemps dans sa vie personnelle. Et c'est une grande voyageuse. Elle vit actuellement au Brésil avec son mari. Super. Assurément qu'elle a sa place dans votre podcast Aventure humaine. J'en suis très émue. Génial. Merci Laura d'avoir posé cette question parce que évidemment j'aurais pas du tout pensé à parler de Morgane, de Mégane. De Mégane. J'en suis vraiment émue. Toute chamboulée. Ouais, je suis chamboulée parce que c'est une des personnes que tu rencontres et où les mots ont pas vraiment besoin d'être partagés. La connexion vibratoire se fait tout de suite. Alors là, assurément que dans votre podcast, elle va devoir utiliser des mots, mais il y a quelque chose qui se passe quand on discute avec elle. Bah écoute, je lui enverrai un petit message. Et du coup, la dernière question, en fait, j'en avais 3. C'est ça, celle-ci sera la dernière, mais je la gardais bien au chaud. Élodie, si ton petit garçon, dans quelques années, il écoute ce podcast, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire merci. Alors là, j'ai les larmes qui montent parce que, assurément, si je suis doula aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu la grossesse que j'ai vécue avec mon fils et j'ai vécu le postnatal que j'ai vécu avec lui, et que aussi loin et aussi dur que ça a pu être, cette maternité et cette parentalité m'a fait devenir la doula que je suis aujourd'hui, et que si je n'étais pas passée par cette aventure humaine, c'est sûr que je ne serais pas la doula que je serais aujourd'hui, avec les convictions que j'ai aujourd'hui et avec cette ouverture de cœur que je travaille au quotidien. Eh ben, on va dire que ce petit bonhomme est en fait un très grand bonhomme déjà, est un grand homme dans tout ce qu'il t'a... En fait, il a pu aussi t'amener à apprendre déjà pendant cette période. Donc c'est, écoute, voilà, on lui dit tous merci. C'est mon guide, c'est un guide. Ouais. Les enfants, j'y crois vraiment de tout mon cœur. Les enfants, les nouvelles générations sont nos guides, et si on ose les écouter avec le cœur, on a tellement à apprendre. Complètement. Super. Bah écoute, je suis ravie de ma dernière question que je gardais au chaud. Écoute, est-ce que tu as envie de... Je te laisse la parole. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu oublier ? Est-ce que... voilà, déjà, comment tu te sens après ce challenge uniquement sonore, ce qui était quand même important, une question importante à te poser. Ce qu'on aura presque tenu... je suis en train de regarder, ça fait quasiment 2 heures. Donc, tu vois, on aura eu un super bel échange. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, ou voilà, je te laisse je te laisse la parole pour la fin tranquillement. Je voulais juste te remercier, Laura. J'ai passé un très bon moment. J'espère que j'ai pas vu le temps passer. Alors c'est passé super vite. J'espère que les oreilles qui nous écouteront auront ce même ressenti. Et c'est tout bon de mon côté. Merci beaucoup. Bah écoute, c'est super. Eh ben écoute, merci encore pour ce super témoignage. Je vais mettre tous les liens que tu nous as conseillés, et d'ailleurs qu'en plus que je connais, donc je valide à 300% tout ce que tu nous as transmis. J'espère que le témoignage d'Élodie vous aura appris un nouveau métier pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas. Moi, je sais que ça a été un vrai coup de cœur. Et si vous avez des questions à poser sur ce métier, regardez bien tous les liens que je mets à la fin du podcast. Et quel que soit l'endroit en France, n'hésitez pas à contacter Élodie. Voilà, le visio aujourd'hui est un
est autant un super cadeau que même si vous pouvez pas tous les jours ou toutes les semaines aller rencontrer Élodie, je vous invite vraiment à lui envoyer un petit message pour toute question, pour mieux la connaître et à la suivre surtout sur les réseaux sociaux. Donc encore un grand merci Élodie pour ce témoignage. Je suis super fière et je suis super ravie que ce soit avec toi qu'on ait parlé de ce métier. Donc merci à toi. Et puis comme d'habitude, vous les auditeurs, je vous embrasse pleinement. À bientôt Laura. Salut Élodie. Un très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin ? Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante avouslestudios@a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!